Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission des Jeudis des professions de santé. Nous sommes proches de la fin de cette épidémie, on l'espère, du moins du premier round de ce combat contre le virus. Et il nous a semblé indispensable d'en rendre hommage à une profession qui, dès les premiers jours, a tenu avec courage son rôle, les pharmaciens. Après les réanimateurs et les infirmiers, ils sont une des professions de santé, avec les médecins généralistes, il ne faut jamais les oublier, qui a payé cher son tribut à la maladie. Les pharmaciens en première ligne, encore une émission qui valorise la santé publique. Nicolas. Oui, alors les pharmaciens étaient en première ligne, les pharmacies sont restées ouvertes, vous avez joué un rôle majeur pour distribuer les masques, les gels hydroalcooliques et puis pour l'accès aux soins des patients qui avaient des maladies chroniques. Donc un rôle fondamental dans l'épidémie, avant, pendant l'épidémie, puis maintenant. On va voir ça ensemble. Alors, vous ne serez pas surpris de voir que ce sont deux pharmaciens qui vont être nos invités aujourd'hui. L'un est très connu, Gilles Bonnefond est président du syndicat des pharmaciens d'officine, l'USPO. Il est d'ailleurs aussi pharmacien à Montélimar. Aurélien Reynard, lui, est pharmacien à Tours, directeur des activités pharmacie de la mutualité Centre Val-de-Loire. Bonjour messieurs. Bonjour. Quand on dit pharmacien en première ligne, on doit parler de l'équipe officinale, Gilles, parce que ça représente combien de métiers et combien de personnes, la pharmacie ? Ça représente à peu près 50 000 pharmaciens et autant de préparateurs en pharmacie, plus des apprentis, donc à peu près 120 000 personnes à la disposition des patients en permanence, ouverts souvent du lundi au samedi, et en assurant un service de garde qu'on a maintenu pendant toute cette période. Quand je parle de tribut payé à la maladie, vous avez des chiffres précis ? Non, on n'a pas eu. On a demandé aux pharmaciens de nous remonter quelques statistiques. On a eu pas mal d'arrêts de travail qui ont augmenté, qui ont été multipliés par 2 par rapport à une période normale. Mais globalement, l'ensemble de l'équipe a résisté. C'est-à-dire, il y a eu une prise de conscience en disant qu'on était là pour assurer la continuité des soins. Et donc, les équipes ont été solidaires pour rester présents, même si la période n'était pas facile et même très compliquée. Vous avez jamais hésité à ouvrir vos pharmacies, Aurélien ? Écoutez, ça s'est posé la question et il y a des opportunités qu'on fait que j'ai pu rentrer en plus de structure et travailler avec une équipe qui est un peu plus large, avec plusieurs pharmaciens et je me plais bien pour le moment. Vous n'avez pas eu de droit de retrait ? La question s'adresse à vous deux. Vous avez eu des droits de retrait des pharmacies qui n'ont pas ouvert et qui ont déclaré « nous, on n'ouvre pas ». On n'a pas eu ça. On a eu des pharmaciens d'abord qui nous ont posé la question pour savoir ce qu'ils devaient faire pour réduire leurs horaires. C'est vrai que quand vous êtes à Paris et que vous ouvrez jusqu'à 20h le soir alors que les bureaux sont vides, ça ne sert à rien. Quand vous êtes à la gare de Lyon, à Orly, ça pose un problème quand l'activité de l'aéroport est complètement arrêtée. Donc on a eu quelques cas particuliers comme ça. On a eu des réductions d'horaires, fermer plus tôt, ne pas ouvrir entre midi et 2, puisque l'environnement commercial était complètement arrêté. Mais pas de fermeture. Alors on va voir comment s'est passée cette pandémie pour votre profession, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que dès le départ, vous étiez conscient de la gravité des événements ? Aurélien ? On était au courant assez rapidement, oui. On l'a bien vu tout le début du mois de mars avec une affluence qui était record et la prise de conscience qui a eu progressivement. Là où il y a eu vraiment la prise de conscience était totale, c'est au moment où le confinement était annoncé et que la population s'est rendue compte de ce qui se passait. Et vous, Gilles, dans la profession, est-ce que vous étiez au courant un petit peu avant ? Est-ce que vous aviez pris la mesure des choses dès le départ ? Ou alors vous vous êtes adapté au fur et à mesure ? On s'est adapté au fur et à mesure, c'est-à-dire que moi j'ai trouvé que le gouvernement avait pris des dispositions assez rapidement, c'est-à-dire que l'ensemble des arrêtés, des décrets, qui modifiaient des choses très très importantes, comme le renouvellement des ordonnances, même si c'était expiré, tout ça est venu au fur et à mesure. Donc on a choisi, et ça c'était un vrai choix stratégique de notre part, c'est de partager toutes les semaines, 2-3 fois par semaine, le dimanche, des informations auprès des pharmaciens pour que tout le réseau soit réactif et puisse suivre un flot d'actualité, un flot de modification de texte qui n'était pas évident à partager. Les gels, les masques, le renouvellement des ordonnances, tout ça est arrivé très vite et donc il a fallu faire un énorme effort de communication pour que tout le réseau soit informé et réponde de façon homogène aux enjeux qu'il y avait.
Ça m'étonne que le syndicaliste que vous êtes dise on est un gouvernement qui a agi tout de suite dessous. Surtout ce qu'on peut toujours, nous, noter, les journalistes, c'est qu'on a plutôt eu des hésitations, des fausses nouvelles concernant les masques et tout ça. On a plutôt vu un gouvernement qui hésitait. Vous êtes devenu macroniste, Gilles Bonnefond ? Non, je suis devenu pragmatique. En fait, il y a eu des choses qui ont bien marché et des choses qui ont moins bien marché. Les masques, ça a été une catastrophe. Une véritable catastrophe parce qu'on a demandé et proposé au pouvoir public la gestion des masques pour les professionnels de santé, sauf qu'on n'avait pas mesuré l'ampleur de la pénurie. Et donc là, les discours ont été adaptés en fonction de l'évolution de la pénurie des masques, avec des couacs énormes, avec la grande distribution qui, elle, en récupère et qui explique qu'elle s'est achetée et que l'État ne s'est pas acheté. Donc, tout ça a été catastrophique. Par contre, la réactivité sur un point très important qui a été comment je rassure tous les patients âgés, chroniques, qui ont des traitements et qui pourraient être en difficulté parce qu'ils n'ont pas accès à leur médecin. Et là, ça a été une mise à disposition immédiate en disant on peut renouveler les ordonnances à condition que le traitement soit stable, y compris pour les stupéfiants, y compris pour les traitements substitutifs aux opiacés, pour permettre à cette population qui a besoin de ces médicaments d'être complètement rassurée. Et ça a très bien marché. On a fait confiance à la profession. Et ça, c'était pas évident parce qu'on allait inquiéter tout le monde. Hein. Quand vous êtes hyper tendu et que vous ne pouvez pas avoir votre médicament et que vous êtes inquiet et qu'on vous explique qu'il faut rester confiné, bien, c'était pas évident. Et en plus, on a fait de la dispensation à domicile puisque les patients, parfois, ne venaient pas à la pharmacie et qu'il fallait les livrer. Alors, on est en mai, on oublie peut-être un peu le bazar qu'il y avait eu en mars. Est-ce que vous, en tant que pharmacien, Aurélien, vous aviez déjà des procédures existantes en cas de pandémie ou est-ce qu'il a fallu s'adapter immédiatement un peu à la vague que je te pousse, entre guillemets, en mars ? Quel retour d'expérience vous avez aujourd'hui ? Il y avait des procédures ? Ce type de procédure n'existait pas du tout chez nous. On avait des systèmes déjà qui étaient en place pour livrer des patients fragiles. C'est des choses qu'on pratique assez fréquemment. Là, ça a pris des proportions qui n'ont rien eu à voir après l'annonce du confinement. Donc non, on a appris sur le tas, on s'est adapté au quotidien. On a dû organiser nos pharmacies, revoir tous les sens de circulation, de pouvoir protéger le personnel, rassurer, et puis d'apporter le conseil aux patients directement. Donc non, ça s'est fait au fur et à mesure, clairement. Et Gilles, il n'y a jamais de procédure en cas d'accident nucléaire, par exemple, ou d'autres types de catastrophes. Y a-t-il des choses qui existent pour les pharmaciens ? Accident nucléaire, oui, pour la population, c'est-à-dire la distribution des comprimés d'iode autour de la centrale nucléaire. Ça, on a déjà la procédure depuis 20 ans et on distribue les comprimés d'iode en préventif à toute la population. Là, sur le Covid, comment on se protège ? Comment on doit utiliser un masque, comment on doit mettre du plexiglas, comment on doit mettre en place un flux de personnes à l'intérieur de la pharmacie. Tout ça, on l'a créé au fur et à mesure. Alors, on a eu un gros avantage, c'est qu'on a bien travaillé les syndicats et l'ordre ensemble. Et on a mis en place des conseils, parce que il n'y avait pas de procédure écrite, mais des conseils de bon sens pour dire voilà comment vous devez protéger votre personnel. Comment vous pouvez faire passer le message à la population pour qu'elle respecte les gestes barrières. Et donc, on a été un facteur de passage de l'information et de pratiques comme la distanciation sociale, le port des masques, le lavage des mains. Voilà, ça se pratiquait déjà à l'intérieur de l'officine, ça se pratiquait à l'accueil de la population. Et bien sûr, c'était un élément déterminant pour apprendre. Vous savez, ce qui était marrant, c'est que quand vous rentrez dans une pharmacie, que vous voyez que le pharmacien est équipé avec du plexiglas, il a le masque et qui se lave les mains en permanence, eh bien la population dit « Oula, c'est sérieux, hein, parce que le pharmacien, s'il est équipé comme ça, c'est que c'est important de respecter ces gestes barrières. » Oui, si je comprends bien, quand le pharmacien boit, c'est que c'est l'été que les barbecues vont commencer. C'est ce que vous voulez me dire. J'ai vu réagir d'ailleurs Aurélien tout à l'heure quand on a parlé de centrale nucléaire, mon cher Nicolas, parce que vous ne savez peut-être pas que la ville de Tours est à côté de la plus vieille centrale nucléaire qui existe, qui est celle de Chinon, et que j'ai été étudiant à Tours et que ça fait partie de la culture de savoir qu'un jour ça peut se produire et qu'il y a des pastilles d'iode, pas dans tous les bistrots, ça je vous le concède, mais que c'est très culture. Alors on arrête de sourire parce qu'on en arrive à l'épisode qui fâche pas forcément que les pharmaciens, mais pour vos patients et aussi toute la France, l'histoire des masques. Alors dès les premiers jours, il y a eu la polémique des experts. Là, Aurélien, on a perdu beaucoup de temps à ce moment-là. Oui, c'était long. Puis, il y a eu beaucoup d'effets d'annonce au départ avant que les masques arrivent réellement. Il y a eu beaucoup d'appréhension.
Et puis, cette doctrine a quand même évolué quasiment toutes les semaines. Il a fallu s'adapter en permanence avec des gens qui venaient nous demander des masques qui n'étaient pas forcément destinés au départ. Donc, ça a été compliqué. Et pour Pharmacia, c'était aussi un gros travail parce que derrière, c'était pas simplement distribuer les masques, c'était également en faire le comptage, la répartition, en faire le suivi pour les institutions. Donc, c'était un gros travail. Bon, Gilles, vous, les pharmaciens, des masques, vous en avez toujours vendu, donc je suppose que dès que le Covid est arrivé, les premiers équipés, c'était vous et vos équipes. Même pas, puisque tout était parti au mois de janvier, au mois de février, et qu'il n'y avait pas d'approvisionnement possible, correct, et en plus à des prix raisonnables. Donc en fait, il y a eu 2 phases. Il y a eu la phase où il fallait équiper les professionnels de santé, et donc on nous a confié cette mission parce que personne n'était capable de donner des masques à un médecin, à un infirmier, etc., sans qu'il y ait du gaspillage et un risque de stockage. Un travail, comme le disait Aurélien, énorme, pas payé d'ailleurs, hein, on n'a pas été payé pour faire ce boulot, mais on l'avait dit au pouvoir public, on avait dit, écoutez, on peut vous aider, on parlera argent après. Sauf que au mois de mai, on parle encore argent, quoi, donc on parle de plus rien. Ce qui a été compliqué, c'est la pénurie. La pénurie et d'expliquer à des gens qui avaient besoin de masques qu'on ne pouvait en donner que 18 par semaine. Au kiné, 6 par semaine. C'était affreux quoi, comme situation, alors qu'on savait qu'ils allaient utiliser le masque plus longtemps et qu'ils allaient se mettre en danger. Donc ça a été très compliqué. Et puis on a vu une cacophonie entre le ministère de la Santé et le ministère de l'Économie, où d'un côté le ministère de la Santé disait les masques chirurgicaux, c'est pour les professionnels de santé, et quand on en aura assez, on en donnera aux patients fragiles, et de l'autre côté, la grande distribution qui prenait des masques chirurgicaux, dits chirurgicaux, et qui les donnait au grand public, et qui en faisait un produit d'appel. Si vous remplissez votre caddie de 30 €, vous aurez droit de m'acheter 10 masques. Donc on était sur quelque chose qui était complètement schizophrénique. D'un côté, on nous disait on a une pénurie, il faut les réserver. De l'autre côté, c'était un produit d'appel pour la grande distribution. Alors, on va refaire un petit peu encore l'historique avant que Nicolas poursuive. Vous avez arrêté d'en vendre quand au grand public ? Nous, jusqu'au 23 mars, c'était interdit, puisque là, il y avait réquisition. Après le 23 mars, la réquisition a été allégée. Mais allégée pourquoi ? Pour permettre aux entreprises qui avaient besoin de masques pour assurer leur continuité d'activité, l'industrie pharmaceutique, le laboratoire de recherche, EDF, qui devaient équiper leur personnel, ont levé la réquisition pour permettre le maintien de cette activité. Et il y a eu une brèche dans laquelle s'est engouffrée la grande distribution en disant « Oui, mais on peut en récupérer pour nos salariés qui sont aux caisses des supermarchés, mais rien ne nous interdit d'en vendre. » C'était pas écrit. C'était écrit dans toutes les pièces. À ce moment-là, tout le monde mentait, on disait que les médecins allaient être livrés, ils n'étaient pas livrés. Nous, les journalistes, on commençait à dire, poussés par certains experts, qu'il fallait probablement mettre des masques pour tout le monde et qu'on déconfinerait grâce aux masques. Donc, pendant ce temps-là, effectivement, c'était une grosse période de confusion. Aurélien, et comment ça se passait concrètement dans les pharmacies, la livraison de masques au moment de ce rationnement ? Il fallait inscrire les gens, les professionnels de santé qui en demandaient dans des fichiers. Est-ce que vous avez été en capacité de livrer tous les professionnels de santé ? Racontez-nous comment ça se passait concrètement. Concrètement, alors déjà pour commencer, c'était des flux de produits qui étaient poussés, donc on n'avait pas la connaissance, on apprenait une livraison au fur et à mesure par les grossistes répartiteurs, on n'avait pas la possibilité d'en commander plus ou moins. Et au moment de la dispensation, chaque professionnel se présentait, on allait forcément voir les professionnels qui étaient en proximité parce qu'on les connaît, et on devait rationner avec un nombre de masques en fonction de chaque praticien à donner. Donc au départ, c'était 18 masques pour les médecins, c'était la même chose pour les infirmiers, pour les médecins. Les préparateurs au départ n'étaient même pas inscrits dedans, alors qu'ils font quand même partie de nos équipes officinales. Et puis au fur et à mesure, la liste s'est allongée. Et puis pour pouvoir simplement les distribuer, on avait un fichier à remplir avec remplir le nom du praticien, le prénom, les numéros RPPS, les numéros ADI, ou à partir du moment où c'était étendu à d'autres professions, avoir des justificatifs pour chacun. Et vous avez été en capacité de distribuer à tous les professionnels de santé qui vous demandaient ou pas ? Non, clairement. Les dotations qu'on avait par semaine n'étaient pas suffisantes pour répondre à la demande. C'était évident.
Bon, moi, j'ai eu moi-même une grosse fâcherie puisque je me suis fait refuser un masque par la pharmacienne à côté de chez moi au nom du motif que je n'étais pas un vrai médecin puisque je n'étais que journaliste. On appréciera la réflexion. Et puis, on arrive il y a 3 semaines, on apprend que les supermarchés ont tous les masques que l'on veut, on commence à avoir des files d'attente un peu partout. Et là, j'assiste à une grosse colère, moi je vous le dis, de Gilles Bonnefond. Une grosse colère. Mais il n'était pas content, Gilles Bonnefond, vous confirmez ? Je confirme, oui, je confirme. Parce que ce qui est insupportable, c'est l'incohérence. Quand vous êtes en situation de crise, vous devez avoir un gouvernement qui a un discours uni, cohérent, par rapport à la fois à la population et par rapport au secteur de santé. Et là, on avait 2 discours. Un discours qui disait clairement « j'ai pas assez de masques, il faut protéger les personnes qui travaillent en EHPAD, les personnes qui travaillent à l'hôpital et les professionnels de ville qui vont reprendre leur activité. Et j'en ai pas assez. Et je vous en donne juste ce qu'il faut, où il faut que le pharmacien compte masque par masque et rendre des comptes au pouvoir public pour savoir s'il n'y a pas un masque qui... Mais quand je dis un masque, je n'exagère pas. Un masque qui a disparu dans le flot des stocks, etc. Et d'un autre côté, un message de la grande distribution qui dit « Moi, j'ai acheté 180 millions de masques chirurgicaux. » L'autre, 120, sachant que le stock État est à peu près à 120 millions aujourd'hui. Donc, meilleur que Olivier Véran, et même Michel-Édouard Leclerc qui expliquait « Si on m'avait confié l'approvisionnement des masques aux hôpitaux, ça fait longtemps qu'il n'y aurait pas de problème. » Donc, une fanfaronnade, comme c'est le faire la grande distribution. Ce qu'il y avait de dramatique, c'est d'en faire un produit d'appel. C'est-à-dire, je le fais à prix coûtant, je le conditionne en barquette où c'est le boucher du supermarché qui avait conditionné les 10 masques dans une barquette à la place des chipolatas ou des barquettes de viande, avec en plus marqué à conserver entre 0 et 3 degrés. Il avait oublié d'enlever cette mention. C'est assez extraordinaire comme situation. Mais c'est surtout que moi j'ai vu des files de patients le lundi attendre dans les supermarchés alors qu'on était encore en période de confinement. Et donc on a fait sortir les gens de leur confinement, venir chercher 10 masques au supermarché. Ce n'était pas pour les masques, c'était pour qu'ils remplissent leur caddie. Voilà, j'ai trouvé ça odieux, opportuniste, inapproprié et soutenu par le ministère de l'économie. C'est ça qui est grave. Il y a 2 choses dans votre témoignage. La première chose, je suis désolé, mais si un énarque qui ne parle pas chinois va négocier des masques sur le tarmac à Singapour ou à Shanghai et qui se retrouve face à un acheteur de la grande distribution qui passe toute l'année à négocier en chinois avec eux, on peut comprendre qu'il y en a un qui y arrive et l'autre pas. C'est effectivement, on aurait peut-être pu... C'est le pragmatisme, on en a besoin en guerre. On aurait peut-être pu faire confier à ces gens-là le fait d'acheter des masques et de les envoyer à l'État français. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai l'impression que votre colère, elle a duré une journée, parce qu'après, on n'a plus rien entendu. Ça s'est très vite arrangé pour vous ? Je pense que la grande distribution a compris qu'il avait fait une faute de communication. Et que d'en faire un produit d'appel et d'expliquer que c'est même le ministère de l'économie qui lui avait demandé d'acheter des masques, comme ça ils se dégageaient de leurs responsabilités, ça a été d'une maladresse extrême et du coup ils ont arrêté de faire cette communication. Par rapport à acheter sur le tarmac chinois, le problème c'est que bien sûr l'État a délégué à des acheteurs professionnels, notamment Géodis, etc., pour pouvoir acheter. Le problème c'est que tous les pays voulaient des masques. Et que comme un bon commerçant, quand vous avez commandé 2 milliards de masques et qu'il n'y a pas l'engagement d'être livré dans le mois, eh bien le gars, il prend les 2 milliards, il sait que ça c'est commandé, que c'est négocié, et si d'autres viennent commander en plus à des prix complètement prohibitifs, eh bien il va les servir en premier. Voilà ce qui s'est passé sur le tarmac et sur les usines chinoises. C'était au plus offrant, sachant que l'État aura ces 2 milliards de masques, mais quand, on ne sait pas. Alors Aurélien, on en est où aujourd'hui de ces fameux masques, de cette fameuse vente des masques ? Tout va bien ? Je dirais peut-être pas jusque-là. On est toujours à compter nos masques toutes les semaines. On a un système maintenant avec une rémunération qui est négociée, enfin une indemnisation. Ça reste quand même très très anecdotique pour le travail qui est quotidien et qui est fourni dessus. Mais voilà, après... Il y a les masques grand public qui sont arrivés sur le marché et qui ont permis de donner un peu de souffle et de donner une réponse aux patients, où il y avait quand même une grosse pression de la part de la population de demander des masques en permanence depuis 1 mois et demi.
Donc cette arrivée de masques progressive, mais une fois de plus, même pour les masques grand public, ça a été épique. Ça a été épique. L'arrêté est paru le dimanche. On nous a dit, ça a été annoncé d'avoir des masques à disposition dès le lundi pour les patients, ce qui était impossible. Aucune pharmacie était approvisionnée. Et on a eu des tas d'appels téléphoniques en quantité pendant une semaine. Donc ça reste encore aujourd'hui un sujet qui était resté sensible. Et pourtant, aujourd'hui, le masque est devenu un habit du quotidien et va le rester vraisemblablement. Est-ce que c'est pas trop pénible de porter des masques? Vous les portez, vous, en pharmacie, Gilles, toute la journée? Toute la journée, oui. On a des masques chirurgicaux état. Bon, voilà, c'est pas très confortable, hein. Au bout de quelques heures, ça commence à pelucher, ça commence à gratter. Il va faire chaud l'été, ça va être compliqué. Mais c'est un outil indispensable, à la fois pour se protéger, bien sûr, malgré le plexiglas, ça fait une barrière supplémentaire, mais c'est qu'on est quand même, on se croise dans la pharmacie. Tout le personnel se croise et donc il est important de se protéger. Les masques alternatifs, qui sont la vraie solution pour les patients, et d'ailleurs on est en train de discuter avec le gouvernement pour voir comment faire prendre en charge les masques tissus à la population qui n'aurait pas les moyens d'en acheter. Et on sait qu'on va rentrer dans une période de récession avec des ménages qui auront déjà beaucoup de difficultés. Et donc on est en train de voir comment, au niveau de la pharmacie, on pourra mettre à disposition ces masques sans que les assurés fassent l'avance de frais pour qu'ils puissent s'équiper correctement et se protéger. Donc vous avez raison, on regardait les Chinois un petit peu avec curiosité ou les Japonais parce qu'ils portaient tous des masques, on disait qu'est-ce que c'est ce truc, etc. Ben voilà, nous aussi, on va y être et tous les pays vont y être, donc il faut avoir une bonne gestion des masques. Ce que j'espère, c'est que le prix des masques chirurgicaux va baisser dès que le transport fluvial va redémarrer. Le tarif, il est imposé ou il est libre, Aurélien? Le tarif sur les masques chirurgicaux, aujourd'hui, il est encadré. Il y a un arrêté qui est paru, pour ça, comme pour le gel hydroalcoolique, où un masque chirurgical a un prix de vente maximum plafonné à 95 centimes. Donc aujourd'hui, c'est acté. Et ça, jusqu'à la fin de la crise pour le moment, c'est prorogé jusqu'au 10 juillet. Et pour les masques alternatifs, le prix est libre? Oui, le prix est libre. Il y a tellement une diversité de produits sur le marché qu'il est bien difficile. Après, il y a des communications qui ont été faites de l'État d'avoir des prix indicatifs, mais en fonction des origines des produits, que ce soit produit en France, soit produit à l'étranger, et de ce qu'on a comme produit, on a des variations qui sont assez importantes, effectivement. Parlons maintenant de la rupture des stocks. Comment vous les avez vécues, ces ruptures de stock sur les médicaments de gel hydroalcoolique, de Cura ou d'autres médicaments? Est-ce que déjà cette question, on est derrière et quel retour d'expérience vous en avez? Alors sur les gels hydroalcooliques, on arrive à se réapprovisionner à la fois en alcool pour faire du soluté hydroalcoolique, en glycérine. Le problème, c'est encore les flacons. Le flaconnage a été complètement pillé par une demande mondiale énorme. Donc on sort un peu de la crise. Les ruptures de stock, on a anticipé. Sur le paracétamol, par exemple, c'est nous qui avons demandé, la profession, à limiter à 1 à 2 boîtes de dispensation par demande de patients, pour éviter des phénomènes de stockage. On a également limité l'ibuprofène, qui était un médicament qui était potentiellement capable de faire flamber le virus. Donc on a décidé de ne plus mettre l'ibuprofène en vente par Internet et évidemment de le sortir de derrière le comptoir pour le déconseiller pendant cette période. Pareil pour le plaquenil. On a limité l'usage du plaquenil au respect de l'autorisation de mise sur le marché et pas à une demande qui aurait été en dehors des clous. Les ruptures, alors il y a eu beaucoup de ruptures à l'hôpital. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait eu beaucoup d'interventions avec beaucoup de personnes en réanimation, bien sûr, tous les produits-là, la demande a été multipliée par 200 et donc c'était totalement ingérable et on est allé chercher des médicaments, y compris des médicaments qui étaient destinés aux vétérinaires pour réapprovisionner le marché hospitalier. Nous, les ruptures en médicaments en ville, on n'en a pas eu beaucoup, pas plus que d'habitude, pas moins que d'habitude, mais en tout cas, la crise sur les masques, la crise sur la matière première des médicaments doit entraîner une réflexion sur la réindustrialisation en Europe des médicaments.
et qu'il faut arrêter de tourner autour du pot. Alors les industriels disent « Ah non, mais c'est compliqué, etc. » Oui, ce sont des structures internationales. Et les coûts sont moins chers en Inde et en Chine avec un non-respect des règles environnementales. Et on ne peut pas avoir ça comme réponse. L'indépendance sanitaire est absolument indispensable au niveau de l'Europe. Alors, les polémiques d'experts, il y en a une qui résume toutes les autres, c'est celle de la polémique avec le professeur Raoult. C'est quoi votre sentiment? Vous dites quoi aux gens qui viennent dans vos officines? On va d'abord commencer par Aurélien, puis vous nous donnerez aussi votre avis, Gilles Bonnefond. Aurélien? Ça n'a pas été simple à gérer, ça. Ça n'a pas été simple à gérer. Dans le sens où c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de prescriptions, beaucoup de demandes qui ont lieu vis-à-vis de ça. Après, expliquer aux gens systématiquement que tout médicament, c'est une balance bénéfice-risque, qu'on ne peut pas les prendre sans avoir une certitude, avec une indication qui est vérifiée, etc. C'était le discours qu'on a dû tenir quasiment en permanence pour rappeler simplement la base et le principe de précaution, que tant qu'il n'y avait pas quelque chose qui avait été vérifié ou de certifié, on ne pouvait pas comme ça prescrire et prendre ce produit-là comme ça. Et qu'en plus, on avait quand même des difficultés pour s'approvisionner, on était quand même contingenté pour ce médicament-là, et qu'on avait besoin aussi de pouvoir délivrer les personnes qui avaient un lupus, qui avaient tout le traitement quotidien et qui en avaient réellement besoin. Bon, ça c'est la première ligne de défense et je peux vous assurer qu'à la guerre, vous êtes mort. Parce que j'ai ce même problème tous les soirs pour essayer d'expliquer l'histoire Raoult. Et que le fait de dire, voilà, une étude, c'est pas en contre-placebo, en double aveugle, les gens pensaient qu'on avait ramené des aveugles dans les expérimentations, donc c'était pas simple à expliquer. Mais à partir de ce moment-là, il y a aussi quand même la société qui s'est mobilisée, des chefs d'État. On va pas parler des champions du monde brésiliens et américains, les deux présidents qui, eux, ont fait n'importe quoi. Mais quand même, il y a eu de quoi vraiment perturber les gens. Vous l'avez ressenti, cette mise en cause des experts, Gilles Bonnefond? Oui. Moi, je vais vous donner mon sentiment qui n'a pas changé depuis le début. Je dis quel gâchis. Quel gâchis. Quand on a des gens aussi experts que le professeur Raoult, sa connaissance du terrain, etc., de ne pas être capable, avec d'autres experts, de partager l'information, d'en faire une véritable stratégie, pour aller rapidement sur oui, on y va, non, on n'y va pas, et de communiquer, au lieu de communiquer dans le Lancet, de communiquer sur YouTube les résultats de son enquête qui n'étaient pas partagés. J'ai trouvé ça un véritable gâchis. Après, il s'est enfermé dans une logique, j'ai raison, tout le monde a tort. À partir de là, l'affaire était terminée. C'était Marseille contre Paris, c'était moi je sais, toi tu sais pas, et c'était les experts, mais pourquoi ils font des protocoles? Ça sert à rien, les protocoles, si ça marche, il faut y aller. Il y aura des dégâts, comme à la guerre, mais c'est pas grave les dégâts, peut-être que ce sera bénéfique. Bon, mais on raisonne pas comme ça. Et moi je trouve ça vraiment dommage, parce que on aurait pu, sans aucun doute, ou dire que c'était bon, et peut-être que c'était bon au tout début de l'infection pour les patients et pas ceux qui sont hospitalisés, mais et avec des précautions, parce que ce qui m'a choqué, c'est d'abord, ça a dégradé l'image de la recherche médicale, parce que c'est allé et dans la presse comme ça et sur les plateaux télé en s'invectivant, c'est pas bon pour les chercheurs et la crédibilité de la recherche médicale, c'est un très mauvais point. Le second mauvais point, c'est de faire croire qu'il y a des médicaments miracles ou qu'un médicament est banal. Quand on dit que j'ai une solution miracle, bien on n'est pas dans la santé, on n'est pas dans la médecine. Et quand on dit que le médicament, ça fait 30 ans qu'il existe, donc il est banal, bien ça veut dire qu'on n'a rien compris à ce qu'était un médicament. Cela dit, les pharmaciens auraient pu expliquer dès le début, vous avez sans doute fait, que les effets secondaires du Plaquenil sont dose dépendants et qu'effectivement, moi je ne comprenais pas pourquoi qu'un médicament qui avait été prescrit à des dizaines de millions de gens dans la prévention du paludisme devenait meurtrier d'un seul coup. Ben, écoutez, l'effet de la dose était l'explication de tout ça. Est-ce que vous estimez, et je pose la question à vous deux, on commencera par Aurélien, que le pouvoir vous a menti et qu'il va y avoir des conséquences judiciaires à tout cela ? Sur l'affaire du Plaquenil ? Non, l'ensemble de tout, les masques, l'approvisionnement, les experts qui ont raconté n'importe quoi par moment. Est-ce que vous pensez qu'il va falloir mettre ça à plat et qu'il risque d'y avoir des suites judiciaires ?
Ça, je me garderais bien une réponse. En tout cas, c'est vrai qu'au quotidien, c'était très difficile à vivre, ces changements de doctrine. Clairement, la notion des masques, c'est ce qui était plus marquant. Cette notion de pénurie à gérer et devoir expliquer que voilà, et puis du jour au lendemain, en voir partout, en faire un produit d'appel, ça a été des choses qui ont été. Je suis curieux de voir comment ce sera traité sur du long terme. Je vous disais pas de vous porter partie civile, je disais simplement que vous discutez avec des gens et que vous pouvez peut-être avoir envie qu'on tire ces choses-là au clair. Gilles Bolfond, votre sentiment justement sur les suites? Oui, moi j'ai envie qu'on tire au clair, mais pas forcément par une procédure judiciaire. Moi j'ai envie que on fasse mieux la prochaine fois. Qu'on fasse mieux, alors que chacun prenne ses responsabilités, qu'il y ait une enquête parlementaire qui cherche à savoir pourquoi il y avait 700 millions de masques qui avaient été stockés par Roselyne Bachelot et qui ont disparu au mois de janvier, au moment où on en avait le plus besoin. Ça, je pense que c'est intéressant de savoir pourquoi ça a dysfonctionné. De se retrouver, de tirer les leçons de ce qui a fonctionné et pas bien fonctionné, je pense que c'est indispensable. Maintenant, si on veut pétrifier toutes les décisions politiques, il n'y a qu'à menacer de faire des procès. Au moins comme ça, aucun politique ne prendra de décision et ce sera encore plus dramatique que quand on prend des risques parce qu'on est à un niveau de connaissance aujourd'hui et qu'on avance de façon pragmatique. Donc moi je crois qu'il ne faut pas exagérer sur le côté judiciaire. S'il y a eu des malversations, bien sûr, ça se poursuivra en judiciaire. Ce qui est important pour moi, c'est comment on fait pour la prochaine crise. C'est ça qui m'intéresse. Et est-ce que vous avez été visité, contrôlé par la DGCCRF à plusieurs reprises ou pas, Aurélien ? Oui, ça, à coup sûr et à plusieurs reprises, effectivement. Alors, c'est vrai que quand les arrêtés d'encadrement des prix sont parus, on a trouvé ça assez logique, qui s'assure qu'on ait le niveau d'information et que tout soit fait. Quand il y a eu un deuxième contrôle sous un mois, ça interroge un peu plus, effectivement. Vos chiffres d'affaires globalement ont baissé, sont restés équivalents ou ont augmenté pendant cette crise Covid? Gilles? Alors, il y a eu la première phase qui a été terrible, c'est-à-dire les 3 jours qui ont précédé le confinement, où c'était un secret de polichinelle. Tout le monde savait que le mardi à midi, ça allait tomber. Là, on a eu une explosion parce que tout le monde est venu, bien sûr, anticiper le renouvellement de traitement. Ensuite, il y a eu un énorme creux dans la semaine qui a suivi. Et globalement, on est sur moins 20% d'activité. Ce qui m'intéresse, c'est que quand on regarde les traitements chroniques, on voit qu'il n'y a pas eu de surconsommation de ces médicaments ou de sous-consommation. Ça veut dire que la possibilité de renouveler les traitements ont permis à tous ces patients, pas de faire du stockage, pas de ne pas accéder à leurs médicaments, mais d'avoir une continuité des soins. Pour moi, c'est le plus important. Alors, les 20% de perte d'activité, c'est la moyenne, bien évidemment, et ceux qui sont dans des zones touristiques, qui ont fait beaucoup de parapharmacie dans leur activité, ceux-là ont des chutes beaucoup plus importantes, bien évidemment. Oui, et puis on sait surtout qu'il y a eu une absence de traitement des autres maladies, les gens sont moins allés chez le médecin. Alors on a 7 minutes pour conclure. Est-ce qu'il y a des choses positives sur l'ensemble des mesures dérogatoires, par exemple? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qu'on pourrait garder? Qu'est-ce qui va s'améliorer? Et on commence avec vous, Gilles Bolfond. Alors ce qui a bien marché, c'est ce qu'on appelle en fin de compte le pharmacien correspondant. C'est-à-dire que c'est un pharmacien qui est choisi par le patient pour assurer la continuité des soins et éventuellement adapter des posologies en accord avec le médecin et bien sûr en relation avec l'infirmier. Ça a bien marché. Donc je pense qu'il faut qu'on voit dans quelles conditions, dans les communautés professionnelles territoriales de santé, comment on peut mettre cette stratégie en place qui permettra d'avoir un petit peu plus de fluidité dans le système et de dégager du temps médical pour prendre de nouveaux patients, parce qu'on sait qu'on a des difficultés aujourd'hui à avoir un médecin traitant quand le sien est parti à la retraite. Ça a bien marché. Ce qui a bien marché également, ça a été l'IVG, c'est-à-dire de permettre de venir chercher des médicaments pour les patients à la pharmacie, et également ce qui est les médicaments de l'hôpital qu'on pouvait faire dispenser par les pharmaciens de ville et ne pas obliger les patients à aller à l'hôpital chercher le médicament à la pharmacie hospitalière, ce qui était assez compliqué. Donc, et puis la politique de prévention et de dépistage qu'il va falloir développer à fond. Renforcement évident du rôle du pharmacien, Aurélien, pour être aussi la conclusion de cette période. Oui, c'est certain, c'est quelque chose qui est inscrit depuis l'EHPST, ça date de quelques années, on a du mal à en voir
une complète aboutissement. Et là, cette période-là, ça a permis au moins d'être un accélérateur pour ces systèmes-là, et d'avoir un véritable rôle, d'être vraiment connu comme problème de santé, et de pouvoir orienter, pouvoir faciliter l'accès au traitement et d'éviter toute perte de chance pour les patients. Alors Gilles, j'imagine que vous avez été convié au Ségur de la santé, au fameux Ségur de la santé, et que vous allez y participer activement. Quelles sont vos demandes précises pour la profession ? D'abord, il faut clarifier. Est-ce que c'est un Ségur hôpital ou est-ce que c'est un Ségur santé ? La première réunion, c'est bien, on est 300, il y a tout le monde. La seconde réunion, le comité national, il n'y a que les hospitaliers et les médecins. Pas d'infirmiers, pas de pharmaciens, pas de kinés, pas de dentistes. Donc est-ce que les médecins ont servi d'alibi, pour ne pas dire ce n'est que l'hôpital, ou est-ce que c'est une véritable volonté de mettre en place un vrai programme santé dans la ligne du plan santé 2022 avec la relation ville-hôpital, les CPTS. Donc moi je suis un petit peu déçu de la composition et donc je demande une clarification. Alors bien sûr on fera des contributions écrites, mais il faut avancer sur les territoires avec des CPTS. Le Premier ministre dit je veux des CPTS partout. En un an, je veux que tout le territoire soit couvert. C'est une très bonne idée, parce que ça permettra de travailler ensemble et de travailler avec l'hôpital et avec les cliniques et avec le médico-social. Donc oui, on va nous contribuer, mais je dirais que la première réunion est un gros raté. Oui, surtout que vous dites 300, alors qu'en fin de compte, il n'y en a que 190 qui ont réussi à se connecter. Il faut quand même dire les choses, organiser ce genre de choses. Bon, enfin, vous y êtes, au moins, vous avez été conviés. Maintenant, à devoir savoir si vous allez être servi. Je crois qu'on a beaucoup d'émissions politiques. D'ailleurs, je vous annonce que nous lançons une émission politique avec la rédaction de Fréquence Médicale et de Pourquoi Docteur, la santé en question sur le jour d'après. Je pense qu'on vous invitera pour qu'il y ait le jour d'après de Gilles Bonnefond, qu'on puisse discuter de tout ça en prenant le temps. On va conclure et on va commencer par vous, Aurélien. Bon, vous étiez en première ligne, c'est le titre de cette émission. Valorisation et des instances pas à la hauteur. Moi, c'est un peu ce que je conclus de ce que vous m'avez dit. Vous, quelle serait votre vision ? Alors, déjà, moi, c'est saluer l'engagement des équipes officinales, parce que tout le monde a répondu présent, que ce soit préparateur, pharmacien, pour pouvoir assurer la continuité, malgré les craintes qu'il pouvait y avoir, et ça, c'est un gros point positif. Après, effectivement, voilà, il y a eu quelques cafouillages, il y a eu quelques difficultés, mais on a quand même pu apporter le service aux patients, on est resté ouvert, on a pu apporter les traitements et apporter le conseil et rassurer. Merci Aurélien. Gilles, bon, les instances se sont largement appuyées sur la pharmacie, comme souvent en cas de crise, il faut rappeler, période de vaccination et tout ça, mais en fin de compte, ça fait 10 ans que les plans d'économie tirent à balles réelles sur l'officine, non ? Oui, c'est-à-dire que le poste médicament est un poste d'économie pour rééquilibrer les autres postes. Nous, on a changé de modèle économique, on est moins lié au prix du médicament, on est plutôt lié maintenant à l'acte de dispensation, etc. Donc on est en train de faire cette mutation, on est moins impacté pour aller sur l'accompagnement du patient. Et moi, je voudrais dire quand même un mot très positif, c'est-à-dire j'ai vu une profession mobilisée, réactive, très professionnelle. Et quand il fallait changer les règles aussi importantes que les renouvellements des hypnotiques, le renouvellement des stupéfiants, etc., ça s'est bien passé. Ça montre que ce réseau a de l'agilité, puisque c'est ce qu'on demande à l'hôpital et qu'on demande à tout le monde, a du professionnalisme et a un maillage qui a permis, justement, sur le réseau pharmaceutique, sur tous les territoires, d'avoir accès aux médicaments. Et je vous rappelle qu'au mois de février, ce même gouvernement essayait d'imposer dans la loi ASAP eh bien, le Amazon de la pharmacie à la place du maillage territorial. J'espère qu'ils auront compris cette fois-ci qu'on vaut mieux qu'Amazon. Au moins, votre sourire à tous les deux prouve que vous êtes fiers de votre profession de pharmacien et que vous comptez bien la continuer, que vous n'avez pas envie de devenir trader ou chercheur dans la Silicon Valley. Et ça, c'est extrêmement positif. Enfin, au nom de tous les Français qui ont eu besoin de vous, et moi le premier, je tenais à vous remercier. Et je pense que Nicolas, c'est l'ensemble de nos téléspectateurs qui a ce sentiment, non ? Oui, les pharmaciens jouent et ont joué et vont jouer un rôle fondamental dans l'accès aux soins, parce que aussi l'accès aux soins des malades chroniques a été un vrai problème, et là vous avez été en première ligne aussi pour la continuité des soins, et puis dans un rôle d'éducation, de prévention qui sont extrêmement importantes en période d'épidémie et qui va durer, épidémie dont il n'y a pas de traitement aujourd'hui, rappelons-le.
et pour qui les mesures de prévention sont les seules mesures efficaces pour éviter d'être malade. Merci à vous trois, merci d'avoir participé à cette émission comme toujours très intéressante. Alors nous Nicolas, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle édition des Jeudis de la profession de santé. On essaiera de parler d'autre chose que du Covid, peut-être parce qu'on sera à la veille des vacances et qu'on fera cette éruption. Hein, on peut... Oui, vous croyez changera un petit peu. Vous croyez qu'on aura l'esprit à parler d'autre chose? Je pense. On l'a déjà un petit peu, je crois. Parole de Nicolas Leblanc, c'est promis. Donc, JPS dans un mois. Par contre, les JDF, c'est la semaine prochaine. Je vous retrouve donc jeudi prochain. En attendant, portez-vous bien.